Les nanophiles, ou les nanomatériaux plus généralement, sont élaborés par deux stratégies. Une stratégie en phase vapeur, telle que la synthèse par PECVD ou Plant-Enhanced Chemical Vapor Deposition, et une autre famille ou une autre catégorie de techniques de synthèse que l'on appelle donc synthèse en solution, c'est-à-dire ce sont des synthèses soit en solution chimique, soit électrochimique. Si l'on a besoin de très grandes quantités de nanophiles, nanotubes, c'est-à-dire on va parler de kilogrammes, là la stratégie template n'est pas réellement adaptée. En revanche, si on a besoin de petites quantités de nanophiles mais intégrées sur des applications type capteur, ça peut être des photocapteurs, des capteurs de gaz comme je le disais, là ce ne sont pas des millions de fils dont on a besoin, ce sont quelques fils bien positionnés, et ça, un des axes de recherche actuels, celui que Jean-Marc Lorcy développe durant sa thèse, c'est justement d'intégrer une partie magnétique dans des nanophiles de polymères conjugués pour pouvoir les manipuler magnétiquement. L'étape suivante, c'est donc de pouvoir positionner ces nanophiles entre électrodes, et ce sont des stratégies qui sont développées dans le carnet de route international pour la micro-nanoélectronique, mais qui s'étend aux capteurs, au domaine des capteurs notamment. Ici, je vais vous parler donc de la synthèse de nanophiles par électrochimie. Pour cela, on utilise des membranes, donc on appelle ça des templates. Ces membranes peuvent être en polycarbonate ou en alumine. Ces membranes sont en fait des filtres au départ. Des filtres avec des pores de diamètre nanométrique. La longueur de ces filtres fait donc, pour le polycarbonate, 8 microns. Avant tout, pour faire un dépôt électrochimique, il faut qu'on dépose une électrode qui va servir d'électrode de travail. Donc on va déposer une couche d'or. Cette couche est déposée par évaporation. On introduit ensuite la membrane dans une cellule électrochimique. Une fois que cette membrane est fixée dans la cellule électrochimique, on va venir mettre un électrolyte dans la cellule. Cet électrolyte, c'est donc une solution. On utilise un électrolyte aqueux et cette solution va pénétrer les pores de la membrane. Donc on va avoir du liquide dans les pores de la membrane. Ensuite, on va venir mettre deux nouvelles électrodes, une contre-électrode et une électrode de référence dans la solution, dans l'électrolyte. Et grâce à ça, on va pouvoir provoquer une réaction d'oxydoréduction. Donc on va avoir la réduction des ions nickel à l'interface de l'électrode de travail et de l'électrolyte. Donc comment ça va se passer concrètement? On va avoir les ions nickel qui vont diffuser jusqu'à l'interface de l'électrode de travail et les électrons vont être apportés par le potentiel appliqué. Donc on va avoir une réaction d'oxydoréduction qui va être Ni2+, plus 2 électrons, donne du nickel. Donc, ainsi, on va pouvoir créer du nickel métallique à l'intérieur des pores. Il ne nous reste plus qu'à enlever mécaniquement l'électrode d'or, puis dissoudre la membrane de polycarbonate ou d'alumine afin de récupérer les nanophiles dispersés en solution. Si on compare la synthèse de nanophiles faite par Jean-Luc Duvail et puis ce que nous faisons nous en plasma, alors déjà il s'agit de structures différentes. Dans le cas de Jean-Luc, ce sont des nanophiles, mais qui sont en fait, ce ne sont pas des nanophiles de carbone en fait. Il synthétise plutôt des nanophiles de polymère et en plus ce sont des fils, donc c'est-à-dire que ce sont des structures pleines. Nous, en l'occurrence, les nanotubes de carbone, ce sont des structures qui ont un cœur vide, qui sont en fait constituées d'un plan de graphène qui est enroulé sur lui-même. Donc on va pouvoir avoir des single walls avec un seul plan de graphène enroulé, ou bien double, ou bien few walls, ou bien multi-wall. Et à chaque fois, on enroule en fait, on rajoute un plan de graphène autour du tube, du cœur central en fait. Donc il y a deux différences en fait majeures, c'est qu'il ne s'agit pas du même type de matériaux et la structure est différente puisque dans le cas des nanophiles en fait, ce sont des matériaux amorphes majoritairement, alors que nous, dans le cas des nanotubes de carbone, on a un matériau, on a des plans qui sont bien, alors dans le cas des nanotubes, on appelle ça la graphitisation, c'est-à-dire on a vraiment des atomes de carbone qui ont un arrangement bien spécifique qui correspond à la structure du graphite. On a une structure ordonnée, par opposition à quelque chose de désordonné qu'on appelle amorphe. Il y a un certain nombre de collaborations avec des industriels qui existent. La plus récente sur cette méthode template que nous avons eue, c'est avec ST Microelectronics, qui consistait donc alors c'était une collaboration avec ma collègue Maple Bellan notamment et l'équipe de plasma couche mince, qui consistait à évaluer une stratégie template, telle que l'on fait là, pour faire croître des nanotubes de carbone dans des membranes d'alumine nanoporeuses. Et la finalité de ces nouveaux matériaux, c'est de voir si on peut intégrer
les nanotubes de carbone qui ont des propriétés électriques extraordinaires en termes de densité de courant en particulier, éventuellement d'évacuation de la chaleur, pour pouvoir réduire encore et toujours les dimensions des composants en micro-nanoélectronique. Et en fait, il y a une problématique liée à l'utilisation du cuivre dans les circuits. C'est que la mouvance actuelle veut qu'on suit la loi de Moore et qu'on diminue de plus en plus la taille des transistors et donc la taille des parties actives. Et il y a un moment, lorsqu'on diminue en fait les dimensions des connexions électriques, eh bien, on arrive dans des diamètres où le cuivre en fait migre sous l'impulsion du courant électrique et en fait migre dans un sens mais ne va pas forcément revenir en place du fait des dimensions très petites des connexions. Donc en fait l'idée dans le projet était de faire croître dans les vias traversants, de faire croître des nanotubes de manière à pouvoir en fait seconder les défaillances, pallier aux défaillances du cuivre par ces formations de pinhole liées à la migration du cuivre, de manière à ce que le contact, la continuité électrique en fait soit maintenue dans les vias, même si on atteint des dimensions très petites. Ce qui fait la force de l'IMN aujourd'hui et depuis quelques années déjà, je pense même depuis sa fondation par Jean Rouxel, c'est la juxtaposition de gens avec des compétences très différentes, des chimistes du solide, des physiciens des plasmas, des couches minces, et des physiciens du solide, davantage de la propriété. Et on voit ici donc les trois tendances qui étaient à l'origine, à la création de cet institut. Et ces gens-là, en se côtoyant, à travers différents échanges, font naître de nouvelles activités, de nouvelles thématiques de recherche. Et c'est cet enrichissement mutuel qui fait qu'on peut être aujourd'hui original et pertinent au niveau international en termes de recherche, de résultats de recherche.